comme disait, je m'appelle Daniel Tuliev, je suis responsable du vignoble au château de Passavant. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de l'enroulement de la vigne. Mais pour commencer, je vais d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours, ce sera plus simple. J'ai un DUG de biologie végétale. Ensuite, j'ai fait une licence de biologie végétale, mais je n'ai pas de diplôme, étant donné que je n'ai pas eu mon unité de valeur en génie génétique, ce qui m'intéressait beaucoup moins que la physiologie. Et après, j'ai flashé sur la vigne. Et à ce moment-là, comme n'ayant personne dans ma famille qui possédait vraiment un vignoble, j'ai fait un diplôme national d'œnologie, dont je ne me sers pas beaucoup à l'heure actuelle, mais c'était juste pour pouvoir trouver un viticulteur qui puisse me laisser son vignoble à s'occuper. J'ai eu la chance d'être comblé à ce sujet-là au Château Tourgrise, où je dois avouer que ça a été pour moi un champ d'expérience absolument magnifique. Si bien quand on est arrivé, j'ai fait une année de conventionnel, et après on est passé très rapidement, 97-98, à la biodynamie directement. En biodynamie, c'est monsieur François Boucher qui nous a accompagnés au départ, et ça m'a, conforté un petit peu dans mon idée de la biodynamie, car il m'a dit que la biodynamie, on ne pouvait pas expliquer. Il fallait d'abord observer, comprendre les choses, comprendre la plante, et après essayer d'en tirer des conséquences. Si bien que c'est comme ça que j'ai commencé le tressage de la vigne, dans les années 2000, je crois. La première année, sur un vignoble de 22-23 hectares, je crois à l'époque, on a d'abord procédé sur 1 hectare la première année, et voyant les résultats, on est passé aux 23 hectares dès l'année suivante. Au départ, j'avais pensé à tresser la vigne tout simplement parce que nous avions des problèmes au niveau des moûts. Enfin, ce n'était pas des problèmes, mais on avait vu une acidité qui remontait fortement et qui inquiétait Monsieur Gourdon. Donc, fier de mes études de biologie végétale, je savais que les précurseurs d'acide sont des résidus de la photosynthèse. Et donc, je pensais que si je diminuais le nombre de feuilles, donc la photosynthèse, j'allais obligatoirement diminuer l'acidité dans les raisins. Ça ne marche pas du tout. Ça n'a pas marché du tout. Mais par contre, à côté, justement, j'ai observé plusieurs choses très intéressantes. Et d'ailleurs, je vais pouvoir montrer à Monsieur Florin que la vigne est bien une plante, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc j'ai remarqué pas mal de choses intéressantes qui m'ont conforté dans l'idée de continuer à ce niveau-là. Et en discutant avec monsieur François Boucher, qui un jour m'a dit que sa grand-mère, si un des ouvriers coupait l'apex d'une vigne avant la fin de la croissance végétative, à ce moment-là, il pouvait aller chercher sa paye en fin de journée. Et ça a quand même pas mal tourné dans ma tête, et je me suis dit, effectivement, la vigne, c'est une liane. Donc c'est une liane, donc c'est une plante d'échange. Donc elle a besoin d'échanger avec son milieu. Donc je vais peut-être faire un petit début un petit peu formel, quoi, que tout le monde doit savoir, mais c'est pour expliquer un petit peu, et ça va rejoindre ce qu'a dit Monsieur Florin tout à l'heure. On va commencer au moment des vendanges. Quand on vendange une vigne, c'est comme si on lui indiquait, d'une certaine manière, en lui enlevant ses pépins, on lui indique que son année est terminée. C'est-à-dire qu'elle va commencer à mettre en réserve tout ce qu'elle possède. Mais quand je dis, il ne faut pas voir réserve uniquement en sucre, en matière, il faut voir réserve aussi en connaissance, en expérience du millésime. Donc si on vendange à la main, obligatoirement, la vigne va réagir beaucoup plus vite. Et on voit très bien que dans une vigne qui a été vendangée à la main, le feuillage évolue beaucoup plus vite, les feuilles deviennent beaucoup plus jaunes, tombent plus rapidement qu'une vigne vendangée à la machine. Tout simplement parce que la vigne, le rameau, c'est tout de suite qu'il n'a pas de raisin. Il n'a plus de raisin qui peut maintenant partir. On va dire partir, je veux dire dans le sens se vider, d'une certaine manière, de toute son expérience. Donc, à la taille, après, durant toute... donc, la vigne met en réserve, il y a comme une sorte d'inspiration, on va dire, la vigne met en réserve toutes ses connaissances du millésime. On va tailler la vigne. Suivant les bourgeons qu'on va laisser, c'est pour ça que la taille est très importante à la vigne, il faut faire une taille propre, il faut tailler en fonction de la vigueur de la souche. Il faut vraiment avoir
là un rapport avec la souche à chaque fois qu'on taille, de savoir ce qu'on peut lui laisser, là où on peut l'aider. La vigne, c'est comme une personne, c'est-à-dire une personne, vous pouvez être fatigué sur une semaine, un mois. Le problème, c'est que pour une plante comme la vigne, c'est une plante pérenne, ça va être obligatoirement sur une année végétative. Donc il y a des vignes qui sont atteintes d'esca, on peut très bien les maintenir à produire. Il faut savoir qu'une année sur deux, on va les tailler différemment. Il faut vraiment avoir un contact avec le cep et savoir s'il est fatigué ou pas fatigué. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de dire aux gens qui taillent avec moi. Je ne demande pas qu'on taille obligatoirement comme ça, de cette manière. Il faut tailler suivant le cep, suivant ce qu'il vous dit. Donc, il faut imaginer que les bourgeons qu'on va laisser à la taille, comme le disait M. Florin, c'est comme des graines. Ces graines, c'est comme si vous les aviez mis dans un pot de fleurs, sauf qu'à la différence d'une graine dans un pot de fleurs, chaque graine sait exactement de quelle réserve elle dispose pour l'année, d'une certaine manière. En gros, la vigne va, entre guillemets, calculer le nombre de pépins qu'elle va pouvoir faire après l'année suivante et les répartir en fonction du nombre de bourgeons qu'on lui a laissés. D'où l'importance de la taille propre. À partir de ce moment-là, on va avoir, il y a eu donc une inspiration, on va avoir une expiration. Ça veut dire que le bourgeon va s'ouvrir, le brin va pousser. Mais ce brin, les 8 premiers étages, comme le disait M. Florin, sont déjà compris dans le bourgeon. C'est ce qu'on appelle le préformé. Ça, c'est de la physiologie végétale pure. Ça veut dire que ces 8 premiers étages, ils vivent sur l'année d'avant. C'est compréhensible. Tout le monde est d'accord pour parler d'induction florale, de mémoire végétative, mais il y a une mémoire végétative aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que, pour moi, la vigne est, c'est là où elle a le moins de défense, qu'elle est le moins capable de réagir par rapport aux variations climatiques du millésime, parce qu'elle vit par rapport au climat de l'année d'avant, l'information qu'elle a eue, ou l'information qu'elle a pu avoir des années suivantes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, dirons, ces 8 premiers bourgeons, on est d'accord, on est dans le préformé. On arrive au 8e bourgeon, et comme par hasard, c'est toujours à peu près au moment de la floraison. Donc, Monsieur Florin, la vigne est bien une plante, il y a bien la graine, il y a bien la poussée, et il y a bien une floraison. Sauf que ces fleurs, elle les porte un peu plus bas, elle les porte pas en haut de la tige. Mais arrivé au 8e bourgeon, à ce moment-là, le méristème apical, c'est une cellule indifférenciée, et là, on arrive au néoformé. Ça veut dire que comme s'il y avait une nouvelle inspiration et une nouvelle expiration. Et là, on rentre directement dans le rôle de la plante. Le rôle de la plante qui est vraiment son rôle d'échange avec l'extérieur. En gros, on pourrait presque dire que la vigne, c'est comme la prêle, je vais peut-être choquer du monde, quelqu'un, la vigne fait sa fleur avant de faire sa tige, d'une certaine manière. Et donc, c'est comme toutes les plantes d'échange, pour elle, la fleur, ce n'est pas important. C'est pour ça que la fleur est discrète. On la sent, dans les vignes, on l'a tous senti. Mais c'est vrai, il n'y a pas besoin de pétales, il n'y a pas besoin de couleurs, il n'y a pas besoin de tout ça, parce que pour elle, le plus important, c'est l'échange avec l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas couper l'apex. Parce que si vous coupez l'apex, vous privez la plante d'acquérir toutes les variations, toutes les données climatiques qu'il pourrait y avoir dans le millésime. Il faut bien comprendre qu'une plante, surtout les lianes, de la famille des lianes, à partir de ce moment-là, toute la défense de la plante, toute l'intelligence de la plante ne se trouve plus dans les racines, je suis désolé de le dire, mais elle se trouve dans l'apex. L'apex, c'est lui qui va pouvoir défendre la plante contre tous les insectes, contre tous les organismes, champignons, tout ce que vous pouvez avoir. C'est l'apex qui décide, quand une feuille est attaquée, la feuille va envoyer, on va dire, des messagers à l'apex, au bourgeon apical. Ce bourgeon apical... Ah, c'est moi qui... D'accord. Ce bourgeon apical va obligatoirement être informé, si vous préférez, et renvoyer un messager qui va dire à la plante « Ok, je t'autorise à fabriquer des phytoalexines pour défendre les cellules de ta surface. » Alors le problème est, c'est si vous... Et d'ailleurs, on peut le voir très bien. Quand une plante... je pars souvent dans tous les sens, je suis désolé. Quand une plante pousse, quand la vigne pousse, à chaque intervention sur ses raisins, elle ne pousse plus. Et si vous avez conservé l'apex, vous pouvez voir qu'une vigne qui pousse fait ça. Elle s'arrête au moment de la nouaison,
l'apex descend, regarde ses raisins. Et là, la floraison, c'est pareil. Ce n'est pas la peine d'épointer la vigne, parce qu'à ce moment-là, la vigne, de toute façon, ne pousse pas. Elle ne peut pas faire deux choses à la fois. La vigne s'occupe de ses raisins. Elle regarde ce qu'elle fait. Après, la nouaison va être terminée, la vigne va se redresser et va repartir dans son rôle d'échange. Arrivée au moment de la véraison, elle va s'arrêter, elle va se pencher et elle va regarder ce qu'elle fait. À chaque fois que la vigne, il y a une action sur ses raisins, à chaque fois, elle ne pousse pas. Elle ne peut pas faire deux choses à la fois. Épointer une vigne en pleine floraison, je vous dis, c'est impensable, c'est inimaginable. C'est comme si on vous donnait un coup de pied au cul au moment donné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Alors on fait ça pour renforcer les raisins, mais où est l'importance de renforcer les raisins tout en sachant qu'elle le sait, elle, combien de nombre de pépins elle va pouvoir produire et qu'il va y avoir une coulure qui va être en fonction de ça. Elle le sait déjà. Moi, j'ai déjà remarqué, quand on avait tressé des vignes, je pouvais aller dans des vignes, je pouvais secouer les grappes juste au moment après floraison, mais j'avais l'impression que toute la récolte était par terre. Or, non. Simplement, les grains étaient beaucoup plus espacés, beaucoup plus lâches. Il y avait tout un intérêt. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous épointez votre vigne. Quand vous épointez votre vigne, vous lui coupez l'apex. Ça veut dire que pendant 15 jours, la vigne recherche qui va commander le rameau. C'est très important. Je ne l'ai pas dit, je suis désolé. En réalité, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on arrive dans le préformé, chaque rameau est indépendant les uns des autres. Monsieur François Boucher m'avait dit une année, il m'avait dit, surtout, l'idéal, c'est que sur une même souche, chaque rameau qui porte des raisins, il faudrait que les raisins ne se touchent pas. Il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les rameaux au niveau des fruits. Et surtout, entre deux souches différentes. Aucun contact au niveau des fruits. Chaque rameau devient indépendant. La souche, c'est du sol, comme me disait M. Florin. Chaque rameau devient une plante sur un sol, mais un sol voilà, qui a une mémoire végétative. Il faut bien prendre la chose comme ça. Et le bourgeon apical sait qu'il possède deux raisins. Quand vous lui coupez la tête, le brin, le rameau va chercher qui va diriger d'une certaine manière. Les secondaires vont pousser, mais dans le secondaire, les 8 premiers bourgeons sont inscrits. Vous êtes dans du préformé. Suivant la réserve de la vigne, suivant la vigueur de votre souche, elle peut vous faire des grappillons ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, elle a déjà oublié que vous avez deux raisins. Le rameau a oublié ses 2 premiers raisins, ou 3 les plus importants. Il va continuer à les alimenter, mais il ne va pas s'en occuper. Je ne sais pas s'il faut bien, quand je dis ne va pas s'en occuper, c'est-à-dire qu'il ne va pas les faire réagir aux variations de température, aux variations d'humidité, s'il y a trop d'eau, s'il y a trop de... C'est ce bourgeon apical qui est vraiment le plus important. Donc, d'où l'intérêt de tresser les vignes. Alors, quand je dis tresser les vignes, je vais parler un petit peu plus au niveau pratique. Surtout pas tresser sur un fil. Sinon, quand vous allez pré-tailler après, vous allez être vraiment embêté, quoi. Il faut enrouler, tresser les vignes, comme si vous faisiez une tresse. Des gamins y arrivent. Sur à peu près 20 ou 30 cm au-dessus d'un fil, pour pouvoir après, quand vous découpez le bois, que ça tombe facilement. Il faut savoir que la première année, la vigne, comme elle n'a pas l'habitude au départ, elle devient très exubérante. Donc la première année, ça pousse. Mais là, c'est pareil. Il faut qu'elle s'habitue. Il faut qu'il y ait une mémoire de votre pratique culturelle, on va dire. Et à partir de ce moment-là, au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez avoir une pousse qui est beaucoup plus limitée. Par contre, on pourrait peut-être mettre là maintenant les photos que je vous ai emmenées. Alors c'est pareil. M. Guy David m'a prévenu que mi-septembre. Donc j'ai fait des photos qu'à partir de là, j'ai pas de photos de tressage. Mais j'ai des photos de résultats. Donc sur les photos, on va être... voilà, on est mi-septembre. D'accord. On est mi-septembre. Il faut savoir que dans cette vigne, je suis sur un vignoble de 55 hectares. On ne tresse pas les 55 hectares. Surtout qu'il faut d'abord, d'une certaine manière, convaincre mon patron, d'une certaine manière, qu'il y a un intérêt. Bon, j'ai la chance, j'ai déjà convaincu la maître de chez, donc ça devrait être assez simple.
après. Il faut savoir, et je ne vous dis pas de bêtises, cette vigne-là, donc à côté, elle avait eu le même traitement que d'autres vignes qui n'étaient pas tressées à l'époque. On avait du mildiou sur les autres vignes, et écoutez, voilà le résultat du tressage. Alors, c'est pas très visible, je suis d'accord, surtout qu'au moment où j'ai pris les photos, après, je me suis beaucoup plus intéressé au raisin. Donc, vous voyez, on ne tresse pas sur le fil, on tresse au-dessus du fil. Il ne faut pas que ça soit serré, le mieux c'est que ça soit lâche. Ne mettez jamais l'apex de la vigne vers le bas. C'est-à-dire tresser, c'est pas renvoyer l'apex de la vigne. Il faut que la vigne pense toujours, elle veut toujours aller plus loin. C'est son but, c'est une plante d'échange, elle veut aller plus loin, elle veut voir ce qui se passe plus loin. Donc obligatoirement, qu'elle le voie en hauteur ou qu'elle le voie à l'horizontale, elle s'en fiche. Le tout, c'est qu'elle va le voir autre chose. Donc je passe assez rapidement. Vous voyez, ça donne un peu cette allure-là. Alors, l'intérêt, je avais marqué les intérêts pour ne pas en oublier. Donc, comme je vous disais, elle a une mémoire, quand vous lui laissez l'apex, au bout d'un moment, vous inquiétez pas, hein, arrivé mi-août, généralement, même si vous continuez à traiter, mais ce qui est dommage, le mildiou arrive toujours à se mettre au niveau des feuilles tendres de l'apex, et c'est là où le mildiou est intéressant. Moi, j'ai toujours essayé de faire un deal avec le mildiou, c'est-à-dire lui dire qu'il va pouvoir se reproduire, qu'il est là pour ça, on est tous là pour ça, donc de toute façon, à part les minéraux. Donc, il va pouvoir se reproduire, mais pas maintenant. Essayez de lui dire que dans l'année, je vais lui donner une chance. Quand j'étais à Tourgrise, et M. Gourdon n'était pas toujours d'accord avec moi, généralement, j'arrêtais les traitements mi-juillet. Parce que mi-juillet, on se retrouvait plus avec des feuilles tendres au niveau du haut. Ces feuilles tendres, qu'elles soient attaquées par le mildiou, on était loin des raisins. Je m'en fichais. Et généralement, le plan de végétation pouvait être propre. Il n'y avait pas de tache de mildiou et vous aviez du mildiou juste en pointe. Donc il faudra quand même qu'on m'explique comment le mildiou est fait pour sauter à 1,70 m. Mais ça, c'est pas grave. C'est autre chose. C'est un autre débat. Il faut peut-être voir ça différemment. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, dans une plante, arrivé à un certain moyen, les vieilles feuilles du bas, en réalité, consomment 80% de ce qu'elles produisent. 80-90%. Donc elles sont inutiles. Elles ne servent que de réserve à la fin, au moment de la maturation du raisin. Quand la vigne arrive au bout, si elle a besoin d'éléments encore pour le raisin, elle va le prendre dans les feuilles. C'est pour ça que généralement on a le feuillage qui jaunit au niveau des raisins et que ça monte le long. C'est que la vigne est en train de tout mettre dans ses raisins parce qu'elle arrive au bout. Elle ne peut plus au niveau photosynthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les feuilles qui sont vraiment bien, ce sont les feuilles moyennes, qui, elles, peuvent donner jusqu'à 50 à 60% de ce qu'elles produisent. Les toutes petites feuilles, elles ne servent pas à grand-chose, mais c'est les feuilles moyennes qui sont importantes. Et à ce moment-là, les feuilles moyennes se trouvent toutes, vous voyez ce que je veux dire, elles se trouvent toutes à ce niveau-là. Ce qui permet qu'il n'y a jamais de phénomène d'ombrage et que vous avez toujours une activité photosynthétique maximum. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, j'avais marqué ça. Donc il faut savoir que justement, si vous laissez l'apex d'une vigne, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi c'est l'observation que j'ai fait maintenant ça fait plus de 15 ans que j'enroule les vignes. La vigne acquiert une mémoire végétative, une mémoire du millésime. Ça veut dire que suivant les millésimes qu'il va y avoir après, si on arrive à une période très pluvieuse, très humide, elle va pouvoir peut-être, si vous lui avez laissé l'apex, réagir plus vite. Se dire, tiens, ça, j'ai déjà connu ça il y a 3 ans, ça va être le bordel, je vais me calmer pour le moment, je vais calmer la sève, et on va voir un petit peu, on va attendre que ça se calme plutôt que de commencer à tout pomper, j'ai déjà connu ça, je me suis déjà fait avoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est, comme disait M. Florin, c'est essayer d'avoir un ressenti avec la plante. Il faut vraiment essayer de comprendre votre plante, essayer de comprendre comment elle marche, et après, c'est du gâteau, quoi. Franchement, c'est du gâteau. Hein. Alors, vous avez aussi l'épaisseur du rang. Si vous n'épointez pas, vous regardez sur une épaisseur de rang qui est très étroite. On est à peu près à moitié moins qu'une vigne épointée. Avec une aération aussi magnifique des raisins. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais repasser quelques autres photos. Donc vous voyez, là, les raisins sont vraiment, vous voyez les feuilles du bas, les raisins sont vraiment à l'air libre. Ce qui permet... il n'y a pas eu d'effeuillage sur ce... Non, sur cette parcelle, il n'y a pas eu d'effeuillage, il ne me semble pas.
Ça fait joli aussi. Franchement, on dirait, non, c'est très beau. Voilà ce que ça donnait aux vendanges. Donc vous voyez, on a bien vu, toutes les feuilles du bas sont jaunes, commencent à tomber. La vigne, là, elle est au bout. C'est-à-dire que toutes ces réserves des feuilles, elle l'envoie directement dans les raisins. Donc vous voyez, on peut voir quand même que les raisins sont très aérés au moment des vendanges. Ça veut dire qu'après une rosée, ce n'est pas le souci. Vous êtes séché des deux côtés immédiatement. Il y a ça. Alors les raisins sont à l'air libre. Les insectes aussi. Parce qu'il faut parler aussi de... C'est tous les avantages que j'ai vus la première année. C'était les raisins à l'air libre, il n'y avait plus de grappillons. La vigne semblait tenir ses raisins jusqu'au vendange. Je ne sais pas si on s'entend comme ça. On a tous assisté à un moment donné, au mois de septembre, à un blocage, que ce soit sur Chenin ou Cabernet, où il n'y a plus rien qui se passe. Vous avez beau faire des prélèvements, ça avance pas, ça a même tendance à reculer. Il y a des moments où parce que la vigne se bloque. On a moins de phénomènes de blocage à ce niveau-là, parce que la vigne continue à travailler. Et de toute façon, il suffit d'une 501 à ce moment-là pour relancer l'activité, pour lui dire de se reconcentrer sur ses raisins. Et à ce moment-là, ça suffit. Donc, et en plus, pour les insectes, le démis et la cochylisse, vous allez en avoir en première génération, parce qu'il y en a toujours. Par contre, en deuxième ou troisième génération, moi, c'est l'expérience que j'ai eue, j'ai l'impression... Franchement, on n'a pas trop de problèmes de démis, cochylisse. Comme si les papillons n'allaient pas faire leur nid dans un endroit qui n'est plus abrité, qui n'est pas à l'abri du vent, de la pluie, des autres prédateurs. Les tresses aussi, quand vous tressez une vigne, bon là c'était la deuxième année, donc assez calmé, puis vous voyez, j'ai quand même un plan, les pieux sont assez hauts, donc ce qui nous permet de mieux pouvoir tresser aussi, tresser plus haut. Donc au bout de 2 ans, on n'avait pas grand chose à tresser, mais il faut savoir que quand vous avez une vigne et que vous tressez, vous faites obligatoirement des voûtes. D'ailleurs, ça peut rappeler effectivement ici. Et quand vous faites une voûte, quand vous traitez, vous avez le système. C'est-à-dire que le produit va passer dans la voûte, mais comme ça va faire un appel derrière, il va être replaqué derrière le rang. Vous voyez, vous faites presque du face par face dans ces cas-là. Vous facilitez. En plus, vous avez vos raisins qui sont... Vous êtes sûr, quand vous faites un traitement, de toucher les bonnes parties. De plus, les feuilles que vous avez touchées, vous avez fait le premier, deuxième, troisième, quatrième traitement, la cuticule est épaisse. Elles deviennent insensibles complètement au milieu. Donc ça veut dire que vous maintenez une zone de protection au niveau de vos raisins. Si vous commencez à la bonne heure, vous avez obligatoirement au niveau de vos raisins une zone de protection où vous n'aurez pas de milieu. Voilà. Je vais bientôt avoir fini. Je ne sais pas si je... Oui, oui. Non. Ah oui, alors dernière petite chose, je terminerai là-dessus. Quand je vous ai parlé qu'au niveau du 8e bourgeon, vous aviez aussi une inspiration, une expiration au niveau du néoformé, il faut savoir que vous avez le même phénomène au niveau des racines. C'est-à-dire que les deux sont liés. C'est-à-dire que durant la partie du préformé, les racines vont commencer à s'étendre, plutôt à grossir d'une certaine manière, à prendre les radicelles de l'année d'avant vont commencer à grossir, juste. Par contre, quand la vigne, au niveau du néoformé, part, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous avez les radicelles qui se forment au niveau de la vigne. Donc, en réalité, si vous coupez l'apex de votre vigne, obligatoirement, c'est comme si vous coupiez vos racines. Elle va s'arrêter d'aller chercher, elle va se bloquer, tout pareil. Vous laissez l'apex, vous faites plonger vos racines. Voilà, je pense avoir terminé. J'espère que ça a été... Merci.